Mais si vous avez des questions, à ce moment-là, au tabarnouche, non, on ferme la porte. Bon, non, 10-15 minutes. Bon, OK. Et là, ça se peut qu'un patron de tour, là, on va dire un truc depuis 16 ans. Oui? C'est moi. Là, vous avez parlé des États-Unis qui ont une position claire. Le Québec, bon, on n'a pas la position que vous avez souhaitée, là. Mais l'Ontario, là-dedans, pourquoi l'Ontario aurait une position différente de celle du Québec? Pourquoi on ne serait pas de connivence avec eux autres là-dedans? Ben, en fait, il y a des endroits, si vous permettez, où on se rejoint, mais il y a d'autres endroits où on ne se rejoint pas parce que le pipeline va se construire essentiellement au Québec. À partir de l'Alberta, le pipeline il est déjà presque tout construit, là. Il est existant. On va inverser des gazoducs, on va les transformer en oléoducs. D'ailleurs, Gaz Métro, à l'automne dernier, a sorti publiquement en disant s'ils font ça, là, ils nous ratatinent notre tuyau de 50 %, on va manquer de gaz au Québec, le prix va grimper, ça va coûter cher notre énergie plus tard. Je ne pensais jamais que Gaz Métro pourrait être sur mon bord un jour, là, mais en tout cas, ça nous a donné un petit bout de temps. Là, ils ont négocié de quoi, là? Parce qu'il va falloir qu'ils construisent un nouvel gazoduc pour remplacer celui qu'on va utiliser pour faire passer du pétrole. Donc, il n'y a pas énormément de travaux qui vont se faire en Ontario. Ça va commencer vraiment là, au Québec, un nouveau tuyau, puis ça va être au Nouveau-Brunswick. Alors, si on a une association à faire, ça serait beaucoup plus avec le Nouveau-Brunswick, qui eux autres, malheureusement, sont très, très d'accord avec ça, mais en tout cas, les gens du gouvernement, parce que... Bon, j'ai mon temps, rien dit. C'est bon. Hey, ça, c'était une belle question, puis ça, c'était une belle réponse. J'ai une bonne question. En fait, je vais être bref. C'est pas vraiment une question, une petite anecdote, s'il vous plaît, très brève. Au cas où il y aurait encore des gens qui douteraient, j'ai un frère qui a une terre à Yamachiche. Son beau-fils travaille depuis au moins 20 ans comme ingénieur pour une pétrolière. Lorsqu'ils ont été approchés pour l'oléoduc, il les a mis en garde. Il leur a dit, c'est certain qu'un déversement va avoir lieu, que ce soit un ou l'autre, hein, 9B ou celui-là. Tout ce qu'on ne sait pas, c'est où et quand. Et de plus, on ne le saura pas avant qu'un dégât se fasse. Il leur a dit, même s'il est ingénieur dans les pétrolières, parce que c'est ses parents, et qui voulait les mettre en garde, mais c'est quand même significatif. Il va y en avoir un, on ne sait pas ni où ni quand, mais il va y en avoir un. Alors, il faut vraiment retenir ça. C'est un commentaire. Merci beaucoup. D'ailleurs, Marie-Phil, moi, je suis à mon deuxième verre de vin. Ça diminue mon moral. Mais la question que je me pose, c'est de parler de la Constitution canadienne. À quoi ça nous sert de nous battre comme ça, puis d'informer les gens au bout de l'année qu'on ne peut rien faire? C'est la Constitution qui dirige, qui règle tout. Pour le moment, du moins, là. C'est-à-dire que c'est là où l'exercice est révélateur. C'est vrai que la Constitution leur donne des pleins pouvoirs. Okay? Par contre, si la population se dresse véritablement, ça devient un peu plus compliqué d'exercer ses pleins pouvoirs si la population du Québec visse des poignées dans le dos de ses élus en leur disant « ça ne reculera pas ». Ça pourrait être favorable à l'indépendance. C'est évident que ça pointe cet enjeu-là, puisque là, nous sommes véritablement en face d'un vrai brevet de société. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, les brevets de société au Québec, mais là, le Canada en a un, lui, et il veut nous l'imposer. Alors là, nous sommes en avant d'un vrai choix. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut vivre ou on veut vivre autrement? C'est là que c'est important, l'importance de l'information. Ouais. J'ajouterais à ça que la Colombie-Britannique vit dans la même confédération que nous autres. Ils font face à la même ONU, au même pipeline. Il se fait 10 ans et il n'est toujours pas passé, le pipeline. T'sais, on gagne du temps, on gagne du temps. Puis pendant qu'on gagne du temps, comme ça, des années et des années, on peut avoir le temps de développer d'autres énergies. Puis c'est malheureux, mais l'humain a besoin de se brûler pour comprendre que c'est chaud. Hein? C'est un exemple parfait. En quelque part, le temps va jouer pour nous autres, mais malheureusement, les catastrophes climatiques aussi vont faire comprendre aux gens que
quand on va avoir perdu 1 mètre tout le long de la côte, sur le long du fleuve, parce qu'il ne gèle plus l'hiver, le fleuve, puis que les tempêtes viennent gruger nos caps, puis qu'il y a des maisons qui vont être tombées dans le fleuve, il y a peut-être des gens qui vont dire « Coudon, il avait raison, eux autres, là, faudrait peut-être qu'on arrête d'utiliser le pétrole, là. » C'est dommage, là, mais il va peut-être falloir qu'on en arrive à ça. J'espère que non. Il y a Hubert Reeves qui a déjà dit que c'est le génie humain qui nous a amenés à cette catastrophe-là, parce qu'on a utilisé le pétrole, on l'a développé, on l'a étudié, on en fait des objets. S'il n'y avait pas de pétrole, je pense que tout le monde serait assis à terre, là. Hein? On sera pas mal tous à peu près à moitié tout nus aussi, parce qu'il y en a du pétrole dans notre linge, il y en a dans tous les objets usuels. Bien, on a eu du bien de ça, mais Hubert Reeves, il disait, c'est peut-être le génie de l'homme aussi qui va nous faire sortir de ce mauvais pas-là. Puis le génie de l'homme, il va venir des énergies nouvelles, alternatives, parce que c'est par là qu'il faut que ça passe. Bon, merci, ça fait bien mon moral. C'est justement un sujet qu'on n'aborde pas. Moi, c'est pas le risque de l'oléoduc. C'est le fait que la raison pour l'oléoduc, c'est de quadrupler la production, qui veut dire qu'automatiquement, si on a un oléoduc, il va avoir 4 fois plus de pollution, et c'est un des plus grands pollueurs au monde. C'est là, on ne parle pas de ça. Mais déjà, le risque est là. Juste l'idée d'un oléoduc. C'est pour ça qu'il faut l'interdire. Oui. Il faut pas s'embarquer dans... On va mettre des conditions. Tu vas passer à... Non, tu ne passeras pas. C'est ça qui devrait être notre position. C'est non seulement tu ne passes pas, mais l'argent que je t'aurais donné, je vais en mettre pour développer d'autres choses. Vous savez qu'aujourd'hui, on est capable d'implanter un capteur solaire dans le fond de l'œil de quelqu'un pour que sa pupille ouvre. On ne sera pas capable de faire rouler nos autos avec d'autres choses que du pétrole. Voyons. Voyons. Philippe. Vous avez mentionné David et Goliath. Deux exemples régionaux. On a combattu le Goliath de l'armée canadienne pour arrêter les tirs d'obus au lac Saint-Pierre. Après 9 ans, un petit groupe a gagné. Le deuxième exemple, c'est Chantilly. Un petit groupe a également gagné après 5-6 ans de débat. On est une petite gang ici. Il y a Jacques, il y a Marc, il y a Odette qui veut rassembler un paquet de monde. On est 70. C'est un petit groupe qui peut affronter le Goliath des pétroliers. C'est peut-être plus difficile, mais c'est faisable. Donc, 2 exemples là-dessus. Autre chose, est-ce que dans votre livre, vous parlez de la problématique de Anticosti qui a été initiée par le Parti québécois? Il n'y a pas d'article qui porte spécifiquement sur Anticosti. Dans le numéro précédent, nous avons, l'année dernière, fait un numéro qui était également consacré aux enjeux du pétrole. Là, on a traité de cette question. Alors, le cas d'Anticosti est assez singulier. C'est probablement un des plus beaux cas de mirage spéculatif qu'on peut observer. L'industrie du pétrole, c'est comme celle de l'or. Hein? C'est des industries qui carburent, c'est le cas de le dire, au fantasme. Et les promoteurs ont toujours tendance à surestimer les potentiels. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils ont besoin de drainer du capital pour faire monter la valeur des brevets et se dépêcher de les vendre pendant qu'il y a encore quelqu'un qui les croit. C'est essentiellement comme ça que ça marche. Bon. Alors, dans le cas d'Anticosti, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a du pétrole là. La question de son exploitation par les techniques de fracturation, ça, c'est plus récent. Mais encore là, c'est Marc Durand qui a montré d'une façon très, très convaincante que si jamais il y avait effectivement les réserves dont on parle, okay, au mieux, on serait capable d'en extraire par fracturation à peu près 1%. Okay? Et que pour ce faire, il faudrait, pour aller chercher au maximum, il faudrait 12 000 puits sur Anticosti. Okay? Bon, 12 000 puits, ça, c'est simplement pour sortir le pétrole. Ensuite, ça prendrait un oléoduc reliant ces puits-là pour se rendre à un port à Anticosti. Et le port à Anticosti serait situé dans un des plus gros cimetières d'épaves du Golfe. C'est ça. Alors, au total, il y a eu toutes sortes d'évaluations, mais
ça supposerait à peu près 100 milliards d'investissements en infrastructure pour que tout ça commence à générer du profit. Alors, évidemment, on comprend aussi que tout le monde ayant salivé sur le fonds norvégien s'imagine que le risque vaudrait la chandelle et qu'on pourrait rentrer dans notre argent en prenant ce risque-là. Cela étant dit, le problème est le suivant, c'est qu'il faut d'abord investir les fonds publics pour ensuite savoir que le privé peut peut-être se tromper. C'est ça. Donc, au-delà de toute considération environnementale, c'est déjà un très, très mauvais calcul. Et sur le plan environnemental, le saccage de l'île comme tel ne pourrait rapporter que sur à peu près 10 ans. Alors là, ça devient encore plus fou parce que tout cet investissement-là pour chercher du pétrole sur une période relativement courte. Parce que ce qu'on ne dit pas dans le cas, par exemple, du champ pétrolifère de Bakken aux États-Unis, c'est que ce qu'on constate depuis la frénésie, c'est que le rendement moyen des puits décroît plus vite qu'on pensait. Alors, il y a des économistes de l'énergie aux États-Unis qui commencent à parler de la bulle de la fracturation. Alors, c'est facile à comprendre. Les hypothèses sont les suivantes. Vous mettez un puits et vous pensez que vous allez aller chercher le maximum de son potentiel dans 10 ans. Or, vous vous apercevez qu'après 5 ans, il donne de moins en moins. Qu'est-ce qui se passe? Pour poursuivre, on en fait un autre côté. Alors, le développement de l'industrie aux États-Unis repose essentiellement là-dessus. On se dépêche pour neutraliser, on multiplie les puits pour neutraliser la baisse tendancielle du rendement. Alors ça, à terme, c'est fatal. Ça crée une bulle spéculative et ça va finir par s'effondrer. Alors ça, c'est le cas d'Anticosti, là, est tout à fait dans ce pattern-là. Mais dans la meilleure des hypothèses, avec les travaux qu'il faudrait faire, on en aurait pour 20 ans avant qu'il y ait une goutte qui sorte de là. Juste pour ajouter, vite, là, pour votre morale, la Caisse de dépôt et de placement, notre caisse, notre bas de laine à nous autres investis, là, actuellement, on a 40% des parts de Petrolia. C'est ce qui leur a permis de creuser l'été dernier Anticosti et de faire les cochonneries à Gaspé, là. Parce qu'à l'heure où on se parle, Gaspé est foré, ils s'apprêtent à terminer leur puits, donc à polluer l'eau des gens à Gaspé et toute l'industrie de la pêche dans ce coin-là. Ça, c'est notre bas de laine. On a déjà perdu 40 milliards, il n'y a pas longtemps. Là, on s'apprête à en perdre un autre paquet. 1, 2, 3, après on arrête. On arrête. Moi, j'ai une question puis j'ai un commentaire. La question, c'est, nous autres, bon, on marche avec Greenpeace, c'était ici à Trois-Rivières, bon, j'en reparlerai, c'est plus, on savait que le pipeline, comme vous avez dit, ils l'ont bloqué en Colombie-Britannique. C'est ça qu'on disait aux portes, en faisant du porte-à-porte, en Kitimat, ça s'en allait par là. Grâce, vous l'avez dit, aux Premières Nations, bon, tout ça. Et ici, il y en a aussi des Premières Nations, c'est les Atikamekw qui sont ici dans le coin de Trois-Rivières. Tout ça, on pourrait s'en servir. Pourquoi que ça n'avance pas plus que ça? Pourquoi le dossier n'est pas plus là? Ça, c'est la question. Puis, je vous l'avais dit, on a fait du porte-à-porte de Trois-Rivières pour Greenpeace. C'est pas pour les vanter avec ça, peu importe. Le monde, là, de printemps, été, automne, on cognait aux portes. Le monde, soit, là, il y en avait très peu qui étaient contre le projet de pipeline, sinon ils ne savaient pas parce qu'on arrivait avec un petit argument niaiseux, puis ah ouais, c'était souvent des fois qu'ils ne savaient pas. Comme on parlait d'ignorance tantôt, là, le pipeline qui passe à bord du salon, mais Christ, il y en a une même ici, là, en Mauricie. Il faut le dire, là, ça passe au-dessus de la rivière Saint-Maurice, la rivière Masquinongé, il y en a des centaines, là, puis des assemblées comme ça, ce que je veux dire, dans le fond, là, le monde sont contre, mais ils veulent juste. Je pense qu'ils attendent que quelqu'un le dise pour eux autres aussi, hein. Fait que la journée d'aujourd'hui, la Société Saint-Jean-Baptiste qui se dit comme, j'espère que ça va en allumer d'autres. Il y a du monde qui travaille ici un peu partout, là, qui le disent à leur employeur, peu importe les autres, à positionner.
J'espère que ça va être une bougie d'allumage. Un commentaire sur la situation des Autochtones. C'est vrai que les Atikamekw ici, il y a des Iroquois, des Mohawks sur le tracé à deux montagnes aussi. La question, c'est pas l'origine ethnique. La question, c'est le cadre juridique. Les Atikamekw n'ont pas signé de traité avec le Canada. Okay? En Colombie-Britannique, c'est une situation très particulière parce que le Canada a signé des traités avec les nations autochtones et c'est sur la base de ces traités-là que s'est développée la plus grande part du contexte juridique des droits dits aborigènes. Okay? Alors, si les promoteurs voulaient traverser les territoires autochtones, il y aurait une forêt de procédures juridiques qui lèverait comme ça. Okay? Ce qui fait que ce serait très, très, très compliqué, très dispendieux pour le faire. Et c'est ce qui distingue les deux contextes. C'est essentiellement les engagements juridiques qui font la différence. Ce n'est pas la population comme telle. Mais il y a aussi les Amérindiens. Les Premières Nations sont maintenant dans le combat, sont dans la lutte. Là. De jour en jour, à chaque fois qu'on fait une organisation quelconque, les Premières Nations sont toujours associées à nos démarches. Samedi prochain à Québec, là, la marche climat, là, les Amérindiens ouvrent la marche. Ils vont nous accueillir parce qu'on est en territoire Huron. On va être accueillis par ces gens-là et ils sont de plus en plus parmi nous. Il faut faire attention, par exemple, pas tomber dans le cliché médiatique de l'Indien avec les plumes. Là. Il faut être conscient d'une chose, c'est que ce sont des citoyens titulaires du pays, au même titre que nous autres. Là. Ils sont peut-être beaucoup plus sensibles au niveau de la terre-mère, de ces racines-là, mais c'est des citoyens de la planète Terre comme nous. Là. Mais ils sont de plus en plus avec nous. Il y en a un ici aujourd'hui qui vient d'arriver, Stone Awahasa, qui fait le lien justement entre la société, on va dire, blanche et les Premières Nations. Puis de plus en plus, les liens se tissent beaucoup. Oui. J'avais une question, c'est sur le pipeline 9B qui est vieux d'à peu près 40 ans. Oui. C'est à propos des sondes, c'est un peu technique, mais je voudrais savoir si à l'ONE, il y a eu un martèlement de l'argument de l'imperfection des sondes dans les pipelines. Il y a eu, à ma connaissance, quand l'ONU a pris sa décision d'accepter l'inversion, il y a eu 16 conditions qui ont été mises en place. D'ailleurs, Enbridge a, je ne sais pas combien de dizaines de millions, a investi à déterrer son tuyau pour faire des réparations. Mais là, ils ne veulent pas 600 millions. Ils ne veulent pas faire de tests hydrostatiques. Ça, c'est... Quand ils ont construit le pipeline, il y a 45 ans, avant de le mettre en opération, ils ont fait un test hydrostatique. Ça, c'est tu remplis ton tuyau d'eau, puis tu mets à pression. Tu dis, s'il y a une fissure en quelque part, c'est pas trop dangereux, c'est de l'eau qui sort. Quand ils l'ont inversé 22, 23 ans plus tard, avant de l'inverser, ils ont fait des tests hydrostatiques pour voir s'il est encore bon. Là, ils reviennent une autre vingtaine d'années plus tard, ils disent, on le réinverse de nouveau, on check, on fait passer notre robot là-dedans, mais on ne veut pas faire de tests hydrostatiques. Oh, puis c'est d'ailleurs là-dessus actuellement que les comités de citoyens le long de ce pipeline-là travaillent avec leur communauté, leurs conseils municipaux. C'est qu'on demande aux conseils municipaux d'exiger de l'ONU qu'eux exigent de Enbridge qu'ils fassent des tests hydrostatiques. Pourquoi tu ne veux pas, là, c'est-tu parce que ça te coûte 2-3 millions? Quand tu es rendu à 600 millions de réparation, tu n'es pas à 2 millions près, là. C'est vraiment parce qu'ils ne sont pas certains, parce que ces détecteurs-là ne sont pas capables de détecter les micro-fissures et les micro-points de rouille, là. Tu sais, quand ça rouille, ça ne commence pas à être trop grand de même, hein, c'est minuscule, puis moi, j'ai déjà eu des vieux chars, là. Même ça commence, en tout cas, là. Ben, c'est pareil pour un pipeline, là. C'était pas 600 millions pour la réparation, il y a eu 600 puits d'excavation. Ah, d'excavation. Mais je sais qu'ils ont mis, je ne sais pas combien de dizaines de millions que ça leur a coûté. Puis ils ne veulent toujours pas faire de tests hydrostatiques. Ça ne regarde pas bien. Tu sais, un vendeur d'auto qui ne veut pas mettre la garantie, ça attend. Dernière question. Non? Dernière. Est-ce qu'on pourrait apporter des clarifications, peut-être que les gens ne sont pas au courant, ici de l'appel d'offres que le gouvernement Couillard a lancé, semble-t-il, pour le transport
du pétrole de l'île d'Anticosti sur terre ferme, si j'ai bien compris? En fait, ça aussi, c'était un petit peu outrageant, là. Le gouvernement du Québec vient de faire un appel d'offres pour qu'il y ait des compagnies d'ingénieurs qui fassent des plans de vie, voir la faisabilité d'installer des pipelines sur l'île d'Anticosti, avant même d'avoir une assurance qu'il y a une ressource à exploiter, là. Fait que, on est en période d'austérité, hein, fait que, on a un petit peu d'argent et de rigueur intellectuelle et financière. Alors, on se fait couper nos livres dans nos écoles, mais on investit, je ne me souviens plus combien de millions, encore une fois, là, pour faire des études au cas où il y aurait la ressource exploitable là. Puis je pense qu'on a bien expliqué tout à l'heure qu'il n'y a pas une maudite scène à faire là. En Gaspésie, c'est pareil. Écoutez, dans le mieux, là, on a à peu près 6 mois d'autonomie de pétrole en scrapant toute la Gaspésie et en scrapant toute l'île d'Anticosti. Ça vaut-tu la peine pour 6 mois d'autonomie de pétrole au Québec d'hypothéquer des générations et des générations et des générations futures? Puis vous savez, je vais vous dire si vous ne savez pas, l'or de demain, là, c'est l'eau potable. Vous savez déjà. Ah, vous le savez déjà, vous autres, hein? Comment c'est sûr que nos gouvernements ne savent pas ça? Ils n'en boivent pas, ils boivent juste. Ben, écoutez, merci beaucoup. Ça part bien. Je m'excuse d'avoir été si rigoureux, mais dans le fond, le but de l'exercice de ce soir, c'était simplement de constater qu'il y avait un problème là. Bon, je fais quoi? Oui, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Non, avant de continuer, oui. Je voudrais simplement dire qu'au niveau du plan d'action de la société, on n'en a pas. On va vous aider, on va vous aider. Non, c'est le pape. Non, mais ce que je veux par contre vous dire, c'est que c'est évident que nous autres, en ce qui nous concerne la société, on va vérifier quelque chose. Je ne sais pas trop, probablement que dans un premier temps, on va faire ce que tout le monde fait, mais on va envoyer une lettre, on va essayer de rencontrer les conseillers municipaux, on va essayer de sensibiliser un peu les gens au niveau municipaux. Puis là, je regarde Philippe qui me regarde, lui, écoute, c'est un spécialiste de mettre le trouble dans le village. Ah, puis il y a Barry, là-bas, je viens de voir Jean Barry, là. Ça, là, ça c'est pas reposant. Mais simplement pour dire que c'est évident que nous autres, on est en processus. Demain, on va regarder un peu, puis comme je vois madame, là, je vais vous donner la parole tantôt. Ce ne sera pas long, c'est certain. Ça, même, vous pouvez prendre 5 minutes. Oui. Et demain. Deuxièmement, je veux simplement pour vous informer, informer les gens, pour ceux qui ne le savent pas, si jamais il y avait des citoyens et des citoyennes ici dans la salle qui avaient le goût de se rassembler ou de se mobiliser, ou appeler ça comme vous voudrez, les locaux ici sont à votre disposition. Puis nous autres, on a des ressources, on a des photocopieurs, on a même du monde, des fois, on est capable de faire 2-3 affaires. Fait que simplement pour vous dire que les portes ici sont ouvertes à tous les comités de citoyens, là, pas tout, là, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, au niveau de l'intégrité du territoire, c'est évident qu'un comité comme ça, nous autres, on appuierait ça. Là. Fait que les locaux sont disponibles. Sauf que c'est clair qu'un comité, c'est pas comme l'anarchie, ça pousse pas comme du pissenlit dans c'est pour ça que Mme Nanto, on avait parlé un peu. Mais c'est pour vous dire que il ne faudrait pas que ça reste lettre morte, en tout cas pour ce qui est de la Mauricie. L'autre chose, c'est évident que vous autres, en tout cas ceux qui peuvent participer aux conseils municipaux, allez-y. Commencez, dans le fond, commencez à shaker la cabane un peu, là, tranquillement, poser des questions à vos élus, parce que, en tout cas, c'est évident que nous autres, le peu qu'on connaît, c'est que nous autres, au niveau des employés, il y a une personne ici qui est conseillère municipale, et que, il y a 2 mois, pour eux autres, au niveau des conseillers municipaux, c'est pas toujours évident
des dossiers de cette ampleur-là, pour les autres, ils disent, ben là, on n'a pas le choix, c'est du fédéral, puis de toute façon, on a beau critiquer ou dire n'importe quoi, ça va nous passer dessus, puis de toute façon, au Québec, on n'aime pas ça à chicane, que nous autres, on a déjà de la misère avec nos nids de poules. Mais un mois plus tard, à partir de lecture et tout, il est arrivé une proposition à Saint-Étienne, puis là, ben, eux autres, ils ont demandé un BAP. Écoutez, c'est quand même minimal, là, mais simplement pour dire qu'à Saint-Étienne, ils ont dit, ben, il me semble qu'il y a quelque chose là, on devrait commencer à réfléchir un peu. Fait que c'est clair que au niveau des conseils municipaux, souvent, il y a des affaires qui se passent là, mais ils ne sont pas sensibilisés à la problématique. Dans vos organismes sociaux, j'en ai vu quelques-uns, je ne les fixerai pas, mais c'est clair qu'au niveau de l'UPA, entre autres, il y a un petit peu d'ouvrage à faire là. Donc, il faudrait y aller. Puis dans d'autres organisations sociales. Mais je veux simplement vous laisser sur le fait qu'on est très ouvert à vos commentaires. Si vous payez. Fait que là, vous, madame, qui êtes une experte dans. Je ne suis pas experte, mais j'ai de l'expérience. Donc, oui, dans l'Action nationale, on a signé un article qui décrit un peu notre processus de fonctionnement dans l'Université de Dautrey. Mais moi, je veux parler de vous autres. Vous avez un comité de vigilance à Trois-Rivières. Donc, Marc Brulman, c'est le porte-parole. En tout cas, c'est un des instigateurs et tout ça. Coordonnateur et tout ça. Donc, vous avez déjà un comité de citoyens à Trois-Rivières. Écoutez, c'est merveilleux. Vous nous offrez une salle, c'est encore plus merveilleux. Mais vous vous dites que dans la mode ici, présentement, à Saint-Étienne-des-Grès, un comité de vigilance a été formé la semaine passée. Et pour vous dire qu'à Saint-Étienne-des-Grès, pour vous donner l'espoir, tu sais, c'est l'espoir qu'on veut. Hein? Donc, l'espoir, c'est qu'il y a un an, ce conseil municipal-là votait une résolution pour le pipeline dans sa région. Le dernier conseil municipal, suite à la participation de ce comité de vigilance qui a été formé il y a quelques semaines, bien, ils ont changé leur résolution pour une résolution contre, avec des conditions. On s'entend, mais ça va cheminer. Masquinongé, à soir, on s'en va là. Le comité de vigilance vient de se former la semaine passée. On s'en va là ce soir au conseil municipal. C'est que pour travailler ensemble, il faut avoir une base, un plan d'action commun pour que ça aille de la portée. Fait que nous, on a déjà des résolutions déjà toutes prêtes que vous adaptez selon votre territoire. Les comités citoyens, on se donne des soirées de rencontre, on se mobilise, on dit ce soir-là, on s'en va à notre conseil municipal, c'est notre soirée. Puis 4, 5, 10, 20, puis à un moment donné, on amène, comme ça on demande à nos conseils municipaux, mais qu'est-ce qu'ils connaissent du tracé, qu'est-ce qu'ils connaissent du projet? Parce que des fois, nos conseils, on se fait répondre, oui, Trans-Canada nous a rencontrés, puis ça finit là. Nous autres, on apporte la contre-information, si on veut. On a, nous autres, au regroupement, comme Marc, qui donne des conférences gratuites. Mettons que les élus ne veulent pas rencontrer le peuple. Des fois, c'est peut-être menaçant. Mais nos experts qu'on a, Jacques Tétrault, Marc Brulman, ça peut être aussi jeune avocat. En tout cas, on a une panoplie de personnes qui peuvent aller rencontrer directement nos conseils municipaux pour rien. C'est gratuit. C'est pour ça que qu'à la MRC, 3 septembre, on s'est un petit peu questionné parce qu'ils voulaient payer un consultant, on savait que ça coûtait 35 et 18 $. On dit, on les a, nos experts, mais en tout cas, ils ont voulu, mais ça a été très profitable. Je dois dire qu'après coup, ce rapport-là. Juste pour vous dire, oui, c'est ça. On est en train de réactiver des comités de vigilance, puis on est en train d'en former d'autres pour la Mauricie, mais c'est ensemble qu'on va gagner cette bataille-là. Et c'est la force citoyenne, c'est mon mot d'ordre. Moi, j'ai lu le livre. Et le parti de Lanoraie, là, effectivement, là, moi, là, c'est un bijou. C'est un bijou de fonctionnement. Et je vous incite fortement à l'acheter. Parce qu'à partir de là, on va se mobiliser, on va foncer, on va obtenir nous aussi gain de cause. Puis je suis là pour vous accompagner. Et voilà. Mais tout ça, c'est grâce à une société qui vit de ses membres. Alors, si jamais vous avez dans votre entourage, ou s'il y a des gens ici qui ne sont pas membres, ça ne coûte que 12 $ par année pour être membre à la société et vous allez être informé et avoir des disponibilités comme ici ce soir. Alors, je vous invite fortement à adhérer si vous ne l'êtes pas. Merci, mon président. Il faut finir à 7 heures. Attendez, c'est pas fini. Fait que pour conclure la partie mobilisation, appelons ça comme ça, j'invite ceux et celles qui sont intéressés à réfléchir ou à commencer
Allez voir le monsieur qui est là. Ça a l'air d'être vous qui êtes le... Il y a déjà une rencontre ce jeudi à Trois-Rivières-Ouest, mais s'il y a trop de monde, on viendra ici. C'est ça. Puis nos locaux sont ouverts, il n'y a pas de trouble. Si tu as besoin de... Bon, fait qu'on vient de clore cette partie-là. L'autre bout, c'est... bon, Roger en a fait part tantôt. Si les gens veulent devenir membres, vous pouvez être membre de la société. On est 15 000 en région. Mais c'est simplement pour dire que s'il y a des gens qui veulent recevoir de l'information sur les activités de la Société Saint-Jean-Baptiste, on produit une infolette toutes les 2 semaines. Fait que tout ce qu'on a besoin, c'est votre courriel et votre nom. Vous le donnez à Jean. Jean, c'est celui qui a une chemise rouge à l'épaule là-bas. Et je vous dis, l'infolette peut vous informer des activités de notre organisation, mais aussi d'organisations au plan national. Tout ce qui touche les objectifs de notre organisation qui sont relativement larges. Fait qu'à ce moment-là, il y en a pour tout le monde. Troisième chose, vous savez que nous autres, à la Société Saint-Jean-Baptiste, on coordonne les fêtes nationales en Mauricie. Et il y a le président de la locale des Patriotes qui aurait un petit message à vous faire. Salut, je m'appelle Simon Murphy-Gauthier. Voilà, d'abord, merci. Vive la vigilance, la résistance et l'indépendance. La locale des Patriotes, c'est le secteur Trois-Rivières-Ouest, puis on organise aussi des fois à l'extérieur la fête des Patriotes aussi. Mais on organise la fête nationale dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. Et on est très combatif, mais on est très festif. Et moi, c'est une mobilisation pour la fête. Alors, on a distribué tout à l'heure la programmation de notre activité qui se tient le 24 juin. Et on cherche des bénévoles parce qu'on a des idées de grandeur. Alors, ceux qui ne l'ont pas eu, venez me voir, je vais vous donner la programmation. Et si vous voulez être bénévole, il y a les coordonnées à ce sujet. Voilà. Ça nous craint que le Québécois, la fête pour continuer le combat. Merci. Merci beaucoup à Robert Laplante, à Robert Tétrault. Merci beaucoup de votre générosité. C'est toujours très apprécié, les règles de l'extérieur de la région, pour venir nous aider à réfléchir sur des enjeux au Québec. Et oui, Jean-Claude. Juste un mot pour dire aux gens que la Gazette de la Mauricie a produit un dossier spécial sur le passage du Pipeline en Mauricie, un 4-5 pages. Et si c'est gratuit, si les gens veulent en prendre, il l'a obtenu gratuitement à l'achat de l'Action nationale. La Gazette populaire de la Mauricie là, est sur la table. Oui, attendez. Excusez-moi, pour compléter l'information de M. Cam au sujet de la cotisation de 12 $, on doit aux femmes à être membres de la Oui, on a un comité qui s'appelle les Citoyennes pour la souveraineté. On a toutes sortes d'affaires, on a toutes sortes des femmes. On a toutes sortes d'affaires à la société, mais ça vous donne droit à participer aux activités. Merci beaucoup, à la prochaine.